Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Kanza Mazaki, qui est ancien joueur professionnel, Malik Acher, qui est notre éditorialiste, et Gracien Rokindi-Kiza, qui est de retour. Place à présent à l'économie. Le Congo-Brazzaville ambitionne de devenir le troisième producteur de pétrole en Afrique dès 2018. Depuis le début du mois d'avril, le pays est néanmoins touché par une pénurie de carburant. Mais les autorités ont décidé d'augmenter d'environ 60 000 barils par jour la production de pétrole. Reportage de notre correspondant en République du Congo, Deva Panzo. La production pétrolière de la République du Congo pourrait atteindre 350 000 barils par jour en 2018, selon Jean-Marc Tzisterti-Kaya, le ministre des Hydrocarbures, qui l'a annoncé lors de l'ouverture de la 3e conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo le 24 avril 2017. Une embellie qui s'explique par l'exploitation d'un nouveau champ. Cette hausse est principalement due à la mise en production du plus grand champ qui a été découvert par Total. C'est le champ Moyo-Pilondo Nord. Il y a eu des hésitations et finalement la Total a annoncé, on le sait en début d'année, que ce champ pétrolier, n'est-ce pas, devrait être mis, n'est-ce pas, en service. Cette hausse de la production pétrolière serait une bonne nouvelle pour l'ensemble des consommateurs car le pays connaît des pénuries récurrentes des produits pétroliers. Malgré cette embellie annoncée, certains observateurs pensent que celle-ci ne devrait en aucun cas permettre l'amélioration de l'économie congolaise. Est-ce que cela va améliorer de manière significative les recettes de l'État ? Ainsi, il va falloir absolument que l'on ne soit pas toujours aguiché à l'or noir comme principale ressource budgétaire de l'État. Il faudrait qu'on avance sur le chantier de la diversification économique. L'augmentation de la production pétrolière en République du Congo devrait néanmoins permettre au pays de passer devant la Guinée équatoriale. Notons que le pétrole demeure la première ressource financière du Congo. Celle-ci contribue à plus de 80% aux recettes budgétaires. Gracien, un pays comme le Congo qui finalement veut augmenter sa production pétrolière dans les 2 prochaines années, c'est un bon choix stratégique pour l'économie du pays? Je ne sais pas si vraiment c'est un bon choix stratégique, s'il faut investir dans d'autres domaines. Bon, disons qu'on augmente parce qu'il y a les pétroliers déjà qui acceptent d'explorer ce pétrole souvent dans offshore, parce qu'il est rentable. Ça ne sert à rien d'augmenter la quantité produite alors qu'on a une petite marge. La grande marge, c'est la compagnie pétrolière qui prend pratiquement le tout. Donc il y a aussi la gestion de ce pétrole. Comment est-ce que finalement le pétrole rapporte entre la société et l'État? Augmenter la production, c'est une bonne chose. On peut dire 3e ou 4e, peu importe. Mais le plus important, c'est vraiment la répartition des revenus de ce pétrole et aussi la bonne gestion, disons, je vois mal pourquoi on recourt chaque fois à des sociétés étrangères, Total, autres, alors que, est-ce que les Africains ne peuvent pas exploiter le pétrole et aussi consommer le pétrole quand on produit 290 000 barils par jour et qu'on manque de pétrole déjà, alors que les pays qui ne produisent pas de pétrole ne manquent pas d'essence. C'est peut-être la question de la transformation qui est ici mise en avant? Mais pas seulement la transformation, oui. Même si on ne transforme pas le pétrole, on l'importe si on n'arrive pas à le transformer. C'est là aussi on peut se demander pourquoi on produit le pétrole. On a produit le pétrole plusieurs années, des décennies, mais on n'arrive pas à transformer, à raffiner ce pétrole, alors que c'est à la portée de tout le monde. C'est seulement l'argent qui manque. On a l'argent. Il faut utiliser l'argent déjà à ce que ça soit transformé, raffiné, et puis que ça soit envoyé dans d'autres pays, au lieu de faire revenir le même pétrole de l'Europe pour revenir en Afrique. Et n'est-il pas temps alors de diversifier davantage l'économie du pays? Oui, il faut aussi diversifier. Le Congo, par exemple, l'économie est basée sur le pétrole, alors qu'il y a un pays qui est vert, un pays qu'on peut exploiter au niveau de l'agriculture. Et je dirais qu'il y a une sorte de, disons, d'oubli de l'agriculture, je dirais même d'oubli même des paysans, et aussi mépriser ce métier parce que finalement, on gagne facilement l'argent avec les royalties des compagnies pétrolières. Malik, finalement, quand on voit les cours qui fluctuent, un pays qui veut finalement augmenter sa production pétrolière, pourquoi finalement ne pas contraindre les pays rentiers à diversifier leur économie?
Qui peut les contraindre? Seuls les gouvernants peuvent se contraindre eux-mêmes à diversifier. Ça aurait pu être un électrochoc, je veux dire, ces fluctuations pétrolières. Ça aurait pu être un électrochoc. La leçon n'a pas été tirée. Le Congo fait partie de ces pays qui ont du mal à sortir de cette dépendance. Là, on répond à une réponse de court terme. C'est-à-dire, on essaie de satisfaire un besoin énergétique sur le moment. C'est légitime et on n'a pas d'autre choix. Mais sur le long terme, il n'y a pas de véritable vision. Et c'est là c'est très dommage parce que c'est le cas dans plusieurs pays pétroliers. On n'arrive pas à savoir quelle économie demain on veut faire, par exemple pour le Congo, quelle économie diversifiée, sur quel secteur on veut peser. Alors bien évidemment, le secteur agricole, Gratien l'a annoncé, il faut miser sur ce secteur-là. Je pense que, vous savez, demain, après-demain, vous aurez des indications qui diront tout et leur contraire. Demain, on vous dira que le pétrole va atteindre $100 dans 2 ans. Après-demain, on vous dira qu'il atteindra finalement $40 suite à une crise et suite à une mésentente au sein de l'OPEP. Donc c'est un objet très volatile, le pétrole, et il ne faut pas baser son économie dessus. Je pense que malheureusement, les contre-chocs pétroliers devraient servir de leçon. Je dirais, il faut réfléchir raisonnablement à diversifier une économie mono-exportatrice parce que sinon on impacte négativement la population. Merci pour ces précisions. On va à présent parler de l'Égypte. Tous les touristes semblent être de retour. Il y a 6 ans, date du déclenchement de la révolution, les sites archéologiques étaient vides. Le nombre de visiteurs a été divisé par 3 et des milliers d'Égyptiens se sont retrouvés au chômage technique. Mais cette année, la courbe semble s'inverser. Les explications de Graziella Diacounté. Un vent de reprise souffle sur le secteur touristique en Égypte. Selon les chiffres de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et la statistique, le pays a accueilli environ 654 900 touristes en mars 2017, soit une hausse de 48,4% par rapport à la même période en 2016, signe de la bonne réaction du secteur aux réformes entreprises ces derniers mois par le gouvernement, notamment la décision de laisser flotter la monnaie locale. Nous commençons par promouvoir l'image de l'Égypte. Nous comptons mettre en exergue une autre facette de notre cher pays. De nouveaux paquets seront proposés aux touristes. Nous ouvrirons de nouvelles zones touristiques. Nous espérons que nos voisins vont nous envoyer beaucoup de visiteurs. Ce frémissement au pays des pyramides et des célèbres sites antiques du Nil est perceptible depuis le mois d'octobre 2016. Il est essentiellement dû aux touristes chinois en hausse de 60%, japonais et ukrainiens. Les occidentaux, notamment les Russes et les Britanniques, restent frileux. Notre objectif est d'atteindre 10 millions de touristes à condition que la Russie et le Royaume-Uni lèvent leurs restrictions. Il y a des négociations en cours et on espère que cette question sera résolue dès que possible. Mais c'était sans compter sur un nouveau coup dur. Le double attentat du 10 avril contre 2 églises coptes risque de plomber cette timide reprise selon certains observateurs. Les autorités, elles, se disent confiantes. Les objectifs du secteur touristique n'ont pour l'heure pas été revus à la baisse. 10 millions de visiteurs sont toujours attendus en 2017. Malik, le pays, l'Égypte, attend en tout cas 10 millions de touristes en 2017. Il va falloir convaincre notamment les Russes et les Britanniques qui, eux, ont fui. Finalement, avec quels arguments le pays peut aujourd'hui attirer de nouveau les touristes ? Bon, l'argument classique déjà, c'est la diversité du tourisme qui est possible en Égypte. Tourisme culturel, tourisme balnéaire. L'Égypte est assez connue pour la diversité de ses paysages et la qualité de ses prestations. C'est une industrie très présente, même si elle subit quelques, chocs depuis l'instabilité politique. Je pense que la stratégie de l'Égypte, c'est surtout de diversifier ses marchés. Il y a encore des marchés qui ne connaissent pas tout à fait l'Égypte, et notamment l'Europe de l'Est ou encore la Russie. C'est vrai que ce ne sont pas forcément les premières cibles du tourisme tunisien ou des autorités tunisiennes. Donc il y a déjà cette nécessité de diversifier la provenance des touristes en Égypte. Deuxièmement, il y a cette, nouvelle psychologie. Alors c'est difficile, c'est qu'on est en sécurité nulle part. C'est que les attentats terroristes frappent partout.
et que finalement l'Égypte, comme un autre pays européen, bien que l'Égypte est située dans un espace très sensible sur le plan sécuritaire, on ne peut pas se leurrer là-dessus. Mais finalement, le terrorisme frappe partout et n'épargne personne. Il faut quand même rassurer les touristes. Il faut rassurer. Et je pense que c'est cette volonté de l'Égypte d'essayer de contenir ou d'éradiquer plutôt la menace terroriste. On ne peut pas dire que l'Égypte n'a pas cette volonté-là. Mais l'Égypte a un atout formidable qui devrait être exploité par beaucoup de pays qui sont beaucoup plus stables et qui n'arrivent pas pourtant à attirer les touristes et qui pourtant ont cette capacité extraordinaire d'attirer les touristes de par la diversité de leur paysage, et en particulier là je parle pour l'Algérie, mais l'Égypte a un atout, c'est qu'elle arrive très bien à communiquer sur la destination. Elle a aussi une organisation très spécifique avec les opérateurs qui permettent aussi de ramener des touristes. Elle a cet argument-là. Un secteur qui est bien structuré finalement. Bien structuré, malgré les récents événements qu'on a connus en Égypte. C'est une industrie qui est très structurée, avec des professionnels qui savent faire leur métier. Et l'Égypte, malgré ses faiblesses, je dirais, ces dernières années sur le plan sécuritaire, arrivera, je pense, toujours à essayer de vendre cette destination, parfois au rabais, mais c'est la seule solution pour faire vivre cette activité touristique qui contribue véritablement au budget du pays. Gratien, on a aussi un autre projet qui veut en tout cas tenter d'attirer de nouveaux touristes. C'est le Grand Egyptian Museum, un musée qui est le plus grand au monde, jamais bâti en Égypte. Selon une étude de faisabilité, on attend 5 millions de touristes juste pour ce musée, 8 millions de touristes d'ici à 2020. Des chiffres un peu trop optimistes d'après vous ? Oui, je pense que les chiffres sont trop optimistes, mais il faut dire que aussi c'est un produit qui aura beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs, parce qu'il faut aussi innover. C'est bien en Égypte, c'est ce qu'on va regarder, les pyramides ou autres. Mais quand il y a un muséum comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et surtout, comme maintenant il y a la clientèle chinoise, la clientèle japonaise, il y a aussi la clientèle européenne qui commence, disons, à se lasser de ce que... Ils voient, il y a eu beaucoup quand on va en Égypte une fois, on ne peut pas y revenir encore une fois. Il faut changer. Et là, les musées, on sait bien que les musées attirent beaucoup la clientèle européenne plus que d'autres. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent faire revenir cette clientèle parce qu'ils innovent. Et en même temps, c'est un produit aussi pour, disons, d'appel, éventuellement d'autres gens. On peut s'imaginer aussi, parce que ce qu'on ne fait pas, on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent du Maghreb, des Algériens. Pourquoi ne pas cibler finalement les Africains, au-delà même des Asiatiques ou des Britanniques dont on parle aujourd'hui? Ça ne fonctionnerait pas? Oui, justement, ça pourrait fonctionner parce qu'il y a du nombre aussi. Il pourrait y venir un grand nombre parce que les transports ne doivent pas coûter cher. Et aussi, il faut les intéresser. Mais souvent, c'est que les Africains ne s'intéressent pas, disons, à un tourisme quelconque. Certains ont du mal même à visiter leur pays, savoir ce qui se passe dans leur pays réellement au niveau du tourisme, et ils auront du mal à visiter un pays comme l'Égypte. On a ce complexe finalement d'aller plutôt vers l'Occident au lieu de notre propre continent. C'est de ça dont on parle. En fait, c'est l'esprit colonialiste, l'esprit d'un colonisé. On fonctionne toujours de cette façon. Quelqu'un qui est à Abidjan, au Sénégal, à Libreville, va regarder Paris. Même, on se rend compte que des fois, d'une destination en Afrique et d'une capitale de l'Afrique, pour aller dans une autre capitale, on transite par Paris. D'abord, le débat des infrastructures et des difficultés finalement à rejoindre tel ou tel pays africain, c'est déjà une barrière. C'est déjà une barrière, mais en même temps, c'est une barrière qu'on s'impose, nous les Africains. C'est facile aussi d'avoir, on dit que les compagnies aériennes n'arrivent pas à gagner de l'argent, mais voilà, il y a des pistes. Au lieu de faire passer les gens par l'Europe, on peut aller directement d'un pays à un autre. Donc il y a un créneau, il y a aussi de l'argent à faire. Monsieur Mazaki, vous aimeriez, vous, voir un tourisme africain qui se développe sur notre continent ? Mais bien sûr, bien évidemment, les infrastructures qui sont en Afrique ne sont pas les mêmes que ce qui est ici. Et écoutez, c'est des choses, moi, je pense, qui se feront avec le temps et ça arrivera d'ici peu. C'est à présent la fin de cette émission. Merci à vous, Kanza Mazaki, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien joueur professionnel de football. Merci beaucoup à vous. Merci également à Gratien Rukindi-Kiza, notre éditorialiste. Merci Diarra, bonsoir à tous. Merci également à notre autre éditorialiste, Malik Achar. Merci à vous Diarra.
Et merci à Roger Itoto qui était avec nous sur ce plateau lors de la seconde partie de cette émission. Et merci bien entendu à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité africaine se poursuit sur notre antenne.